Aujourd'hui, on ouvre son téléphone, on paie un ami avec Lydia, on partage sa voiture avec Blablacar. Et donc ça, on voit que les startups de la French Tech ont réussi à créer ces innovations du quotidien. Bonjour Clara Chapaz. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la mission French Tech. Merci de me recevoir ici, au cœur de l'univers French Tech, à Station F. Peut-être pourriez-vous, avant toute chose, nous rappeler un petit peu ce que c'est que la mission French Tech exactement? La mission French Tech, c'est une administration donc qui fait partie du ministère de l'économie et qui, depuis sa création en 2013, on fête cette année nos 10 ans, je suis sûre qu'on y reviendra, a le même objectif, finalement la même mission, celle d'accompagner l'écosystème des startups en France à se développer, à grandir et à prendre toute la place qu'il devrait occuper dans le monde économique. C'est vrai que c'est un nom qui est devenu quasiment générique, la French Tech. Tout le monde connaît d'une part, et puis on met beaucoup de choses sous le nom French Tech d'ailleurs. Complètement, et je pense que c'est d'ailleurs un des signes du succès de cette première décennie de la French Tech, quand en 2013, donc on se replonge un peu en arrière, émerge cette idée de comment est-ce que on peut travailler tous ensemble, entrepreneurs, investisseurs, structures d'accompagnement telles que les incubateurs, à faire émerger cet écosystème tech entrepreneurial en France, et que l'État se dit j'y ai ma place et je dois y occuper un rôle important en créant la mission French Tech. Je pense que on aurait pu imaginer de plus beau succès que de se dire que finalement le nom French Tech, qui est une marque de l'État à la base, est tombé dans le langage courant pour désigner cet écosystème. Et donc loin de nous sont les années où on se demandait un peu, peut-être quand on était de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui se passait d'un point de vue technologique en France ou en Europe. Aujourd'hui, le petit coq rouge est reconnu en France et porté très fièrement par nos entrepreneurs et à l'international quand on se déplace. CES de Las Vegas. Et tout à fait, au CES, au Web Summit où on va dans quelques semaines, ou encore à Slush à Helsinki. On a ce symbole French Tech qui vient avec nous, toutes les entreprises qui le portent fièrement et qui permet de mettre en visibilité et donc d'assurer une certaine attractivité du secteur. 10 ans de French Tech. Si on devait retenir, je sais pas, 2-3 noms ou 2-3 événements, 2-3 noms de start-up emblématiques. Alors, ce qui, je pense aussi, est signe de la maturité de l'écosystème, c'est que on a pu, ou les entrepreneurs et entrepreneuses ont pu créer dans cette première dizaine d'années un certain nombre d'innovations qui sont rentrées dans notre quotidien. Donc on parle plus des innovations et on pourrait imaginer des innovations un peu farfelues qui ne sont pas parce qu'il y en a eu, tous les pardon, jours. mais moi je m'en souviens, j'ai connu les débuts de la French Tech, il y en a eu entre les objets connectés qui servaient à des choses bizarres. J'imagine. Mais on a besoin aussi de cette puissance d'innovation et avant tout pour créer le monde de demain. Mais je reviens à mon idée du quotidien. Aujourd'hui, on ouvre son téléphone, on paie un ami avec Lydia, French Tech, Lydia, qui est une boîte de la French Tech, d'ailleurs de notre programme French Tech 120 Next 40, dont je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur ce programme. On partage sa voiture avec Blablacar. En 2013, je pense que l'idée d'ouvrir sa porte pour accueillir un étranger et faire un bout de trajet ensemble était complètement farfelu pour le coup, mais aujourd'hui c'est possible grâce à Blablacar et c'est même devenu un usage. On fait un Blablacar. Bien sûr. Et puis c'est une réussite entrepreneuriale française. Tout à fait. Je pense aussi du point de vue entreprise, des logiciels comme Conto ou encore Payfit qui sont rentrés dans le quotidien, ou peut-être Swile sur les tickets restaurants. On a aujourd'hui des entreprises où les employés vont demander à leurs ressources humaines est-ce qu'on peut avoir Swile pour les tickets resto. Donc c'est vraiment pour moi important. Oui, parce c'est la que dématérialisation du ticket resto. Plus de papier, tout sur une carte ou même directement ou dans même le téléphone. dans le téléphone. Et donc ça, on voit que les startups de la French Tech ont réussi à créer ces innovations du quotidien. Aujourd'hui, c'est 2 Français sur 3 qui utilisent les services ou les produits des startups de la French Tech, des 25 000 startups de la French Tech, de façon quotidienne, ou en tout cas régulière. Mais bien sûr, le propre des startups, c'est qu'il y en a beaucoup qui naissent et il y en a quelques-unes qui deviennent les stars comme celle dont on vient de parler. Et puis il y en a aussi beaucoup qui meurent. Bien sûr. Alors, je dis souvent, les startups, pour une grande majorité d'entre elles, donc sont quoi ? Sont des entreprises jeunes, innovantes, avec de fortes ambitions de croissance, qui développent un produit technologique ou un service technologique.
elles sont souvent financées, soit dans cette partie de recherche de croissance, ou soit même parce qu'elles sont sur des processus de recherche et développement très longs, ou peut-être qu'elles ont besoin de passer à l'échelle industrielle pour produire leurs produits et d'ouvrir des usines. Donc elles ont besoin de financement. Toutes ne vont pas chercher ce financement. Il y a aussi des startups qui s'autofinancent, mais une grande partie va faire appel à du financement. Et ce financement, on l'appelle le financement de capital risque. Donc je pense qu'il faut toujours se rappeler que ça fait partie du processus d'innovation d'une startup de prendre des risques. Et en effet, il y en a pour toutes celles que j'ai citées qui se sont inscrites dans les usages des Français, il y en a tout autant, voire même davantage, qui aujourd'hui ont porté un projet, qui a pivoté, qui peut-être s'est arrêté. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça aussi la maturité de l'écosystème French Tech 10 ans après, c'est de voir que on a des personnes qui se sont lancées une première fois puis se sont relancées. On a peut-être des employés de ces startups à succès que j'ai cités qui aujourd'hui sont partis et créent leur propre projet entrepreneurial. Un peu. D'ailleurs, c'est un peu une tendance du moment, ça. Hein. Les historiques quittent les startups. Des débuts de la French Tech, on va dire, et puis relance d'autres projets. Voilà. Mais c'est magnifique, c'est ça un vrai écosystème, c'est de voir qu'on peut créer cet écosystème qui va au-delà d'un simple succès d'une simple entreprise, mais vraiment qui perdure et qui crée des opportunités. Donc 10 ans, je pense, ont permis de créer et d'atteindre un certain stade de maturité où on a aujourd'hui à la fois les talents et certains d'entre eux qui ont vécu de très belles expériences et qui se relancent, et aussi une capacité à attirer les talents étrangers via des dispositifs comme le French Tech Visa par exemple. On a le financement. En 2013, les startups de la French Tech, donc le nom émergeait seulement à l'époque, avaient levé en tout et pour tout sur l'année moins de 1 milliard d'euros. En 2022, l'année dernière, on est à 13,5 milliards. Donc, on voit une accélération de la capacité de ces entreprises de se financer, de lever de l'argent, qui est aussi bien arrivé à mobiliser les acteurs plus traditionnels du financement via des initiatives comme Tibi, et le deuxième volet qui s'est lancé cet été. Alors, parenthèse, qu'est-ce que c'est Tibi ? Tibi, c'est quoi ? C'est mobiliser les acteurs institutionnels du financement, les assurances, les banques, etc., à pouvoir aller soutenir l'investissement dans les startups en finançant ces fonds de capital risque. Donc, ils vont, eux, donner de l'argent aux fonds de capital risque, et les fonds de capital risque vont pouvoir déployer cet argent dans les projets entrepreneuriaux. Du coup, le troisième élément, je pense, de succès, donc talent, financement, c'est, et c'est un des défis, je pense, quand on se projette dans l'avenir, c'est d'avoir réussi à créer un écosystème assez divers. Dans les entreprises que je vous ai citées, on a aussi bien des logiciels que des plateformes de marché qui visent à, par exemple, mettre en relation un conducteur et quelqu'un qui veut trouver un moyen de transport pour Blablacar, des outils de paiement comme Lydia. Donc on a, je pense, montré qu'on pouvait réussir à porter un projet entrepreneurial, et c'est une des grandes forces de la French Tech dans un très grand nombre de secteurs. Mais parfois, c'est même assez éloigné de la tech. Hein. Il y a des choses qui relèvent plus du commerce, du business, que de la technologie et de l'innovation technologique à proprement parler. Je pense que dans l'innovation technologique, il y a à la fois les outils qui permettent à ce genre de plateforme de se mettre en place et de passer à l'échelle. Par exemple, dans une plateforme de mise en relation commerciale, j'ai cité Blablacar, j'aurais pu citer Back Market sur le reconditionné, ou Vestiaire Collective sur les produits vêtements, sacs et autres d'occasion. Il y a énormément de technologie derrière ces plateformes parce que il y a un certain nombre d'algorithmes propriétaires, parce que quand on met beaucoup de produits en ligne, il faut pouvoir trouver une manière de les montrer qui est la plus satisfaisante possible pour le client. Et donc il y a beaucoup d'outils aussi de personnalisation. Il y a énormément d'innovation technologique sur toute la partie logistique. Il y a énormément d'innovation technologique sur la partie sécuritaire. Donc dans la création de ces nouveaux usages, qui en soi sont des innovations, ces usages digitaux, elles ne sont rendues possibles que par la création d'un certain nombre de technologies. Mais ensuite, et c'est là justement où je voulais ouvrir, dans les défis
on va célébrer la semaine des 10 ans de la French Tech du 16 au 22 octobre. Donc on se retournera avec une certaine fierté sur ce qui a été accompli, mais on se projettera aussi surtout sur ce qui reste à accomplir. On va parler d'ailleurs des tendances actuelles et futures. Oui. Je pense qu'on va parler. Et un des grands défis, c'est de s'assurer que les succès qu'on voit aujourd'hui, entrepreneuriaux, ces entreprises qui sont rentrées dans notre quotidien, qui sont souvent des entreprises plutôt numériques, peuvent être répliqués sur des entreprises de technologie et notamment d'innovation de rupture. C'est le programme qu'on a lancé qui s'appelle le French Tech 2030, qui accompagne 125 lauréats d'innovation de rupture dans des secteurs stratégiques comme la santé avec les biothérapies, comme la transition écologique. Ça part d'un constat qui est que ça manquait un peu, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de startups deep tech, comme on dit, qui arrivent des centres de recherche, etc., avec là pour le coup des choses très 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 innovantes, des brevets, etc., des prix Nobel parfois. Ils font pas partie de la French Tech la plupart du temps, ces gens-là. Alors ils font partie de la French Tech parce que toute startup technologique fait partie de la French Tech, et on a un réseau formidable de capital et de communautés French Tech qui sont des associations de proximité dans lesquelles ce genre de structures sont bien sûr les bienvenus et même une grande priorité, mais peut-être qu'ils ne faisaient pas encore assez partie de programmes par exemple comme le French Tech 120 Next 40 qui est le programme qui accompagne que l'on a lancé à la mission French Tech en 2019, qui accompagne les startups les plus développées. Alors il y en a certaines, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a sur le Next 40 7 startups deep tech. La plupart d'entre elles sont industrielles. C'est des entreprises comme DNA Script qui créent une technologie de réplication d'ADN, des entreprises comme Insect ou Innovafeed qui produisent des insectes pour remplacer les protéines animales, donc encore une fois un procédé industriel. Donc on voit ce genre de leader du French Tech 120 Next 40 émerger, mais c'est sûr qu'on a une conviction, c'est qu'on a besoin de ce genre d'entreprise-là, de start-up de la French Tech qui vont s'attaquer à ce genre d'innovation. Le plan France 2030 qui a été lancé par le président Emmanuel Macron en octobre 2021 a listé un certain nombre de secteurs stratégiques dans lesquels il faut aller soutenir l'innovation de rupture. C'est, je vous disais, la santé, bien sûr tout ce qui est numérique, notamment intelligence artificielle, cybersécurité, le quantique, la transition écologique. Tous ces secteurs ont besoin d'innovation de rupture parce qu'aujourd'hui, ils s'ouvrent une opportunité de création technologique. Et ce qu'on voit, c'est que il y a de plus en plus, et on l'encourage, de startups deep tech qui se lancent. La BPI a lancé en 2019 le premier plan deep tech. À l'époque, il y avait une centaine de startups deep tech qui étaient créées par an. Aujourd'hui, on est autour de 300 et l'objectif, c'est d'atteindre les 500. D'accord. Mais alors, attendez, Clara Chapas, bon, ça, c'est effectivement la quantité, c'est important, mais la qualité, ça l'est aussi. Il y a eu effectivement des hauts et des bas en 10 ans de French Tech. On mesure souvent ça au niveau avec les niveaux de levée de fonds, avec des années records, vous en avez cité, d'autres qui étaient plus creuses. En ce moment, on en est où ? Alors c'est une bonne question. Je reviendrai à l'angle deep tech et la qualité parce que c'est justement ce qu'on fait avec le programme French Tech 2030, c'est de se dire si le plan France 2030 a listé un certain nombre de secteurs stratégiques, que les startups ont tout leur rôle à jouer pour créer des innovations sur ces secteurs. 50% des 54 milliards de France 2030 doivent aller vers des acteurs émergents. Nous, la French Tech, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner les acteurs de l'innovation, les startups deep tech et d'innovation de rupture de ces secteurs à accélérer, à aller plus vite pour que on voit de plus en plus de très grandes réussites dans les années à venir. Ça, c'est un vrai objectif pour les prochaines années. Et donc, French Tech 2030, c'est 125 startups d'innovation de rupture qui vont bénéficier d'un accompagnement tout particulier de la mission French Tech, mais couplé aussi à la BPI et à France 2030 pour la partie du financement. Et il y a déjà des candidats pour ça ? Il y a 125 lauréats qui ont été dévoilés à Vivatech. C'est des startups comme Altaroad, avec qui j'étais tout à l'heure, qui utilisent à la fois des technologies numériques et des technologies d'objets connectés pour mesurer les déchets et l'impact carbone des bâtiments dans la construction. Eolink, qui était là aussi ce matin, qui crée des éoliennes flottantes autour de Brest.
ou peut-être Illicit Plant, qui change l'ADN des plantes pour que les plantes transpirent moins, et en transpirant moins, elles consomment moins d'eau. Donc aussi une dimension très vertueuse sur l'écologie. C'est tout ça aujourd'hui, ou en tout cas demain, les géants de la French Tech, parce que c'est des startups qui sont sur les secteurs dont on a besoin, les secteurs sur lesquels tout est inventé. On reviendra probablement à l'intelligence artificielle, c'est tout un pan qui s'ouvre. Et je pense qu'on a aujourd'hui une opportunité, non pas seulement de créer des très belles entreprises numériques, qui sont peut-être un peu sur la fin de la chaîne de valeur, mais de remonter et d'avoir aussi bien des innovations entrepreneuriales technologiques sur le numérique, mais que sur les batteries électriques. Par exemple, si on prend la chaîne de l'automobile, Verkor crée des batteries électriques à Dunkerque et a lancé la semaine dernière sa levée de fonds record de 850 millions, je crois. Mais aussi sur créer des nouveaux véhicules. On a un certain nombre de startups qui aujourd'hui travaillent sur créer des beaucoup plus petits et plus légers véhicules pour pouvoir se déplacer. Et ensuite sur les usages comme Blablacar. On remonte la chaîne de valeur et c'est ça l'opportunité de la French Tech de demain. Mais est-ce que ces entreprises aujourd'hui ont encore besoin d'un accompagnement de l'État ? Complètement, parce que je reviens à votre question à laquelle je pensais retourner. Quel est le contexte aujourd'hui ? Le contexte est un peu paradoxal. Parce qu'à la fois, on a 10 ans d'expérience, de maturité, on se le disait, les fonds n'ont jamais eu autant d'argent, ce qu'on appelle le dry powder, donc le montant qui est levé et qui aujourd'hui est disponible dans les fonds d'investissement. Donc les investisseurs sont chauds bouillants, c'est ça que vous voulez dire ? Mais le monde a un petit peu changé par rapport aux années post-Covid, où qu'est-ce qu'il s'était passé ? On avait vu une espèce d'emballement de la digitalisation où quand tout était fermé, les usages digitaux ont accéléré, les startups du digital ont eu des taux de croissance exponentiels, et donc ça a créé un peu, et en plus l'argent étant gratuit, à cette époque, ça a créé un effet peut-être un peu d'emballement. De bulle. Je dirais emballement. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cet écosystème, ce dynamisme a changé. La remontée des taux, couplée au conflit en Ukraine et les répercussions qu'on a pu voir sur l'énergie, et puis le contexte économique global, notamment lié au marché et aux indices technologiques sur les marchés étrangers qui ont pu peut-être perdre un peu en valeur, fait que les fonds d'investissement sont dans des thèses d'investissement peut-être un peu différentes et regardent avant toute chose la profitabilité. Ça ne veut pas dire que les startups de la French Tech se doivent d'être toutes profitables au jour 1 de leur création. Non, on est, je le disais, innovation de rupture, startup industrielle. Il faut pouvoir investir. Une startup industrielle comme Verkor, avant d'avoir son premier euro de revenu, il faut non seulement qu'elle construise sa recherche et développement, mais en plus qu'elle construise son usine, mais en plus qu'elle fasse fonctionner son usine avant d'avoir la première batterie à vendre à ses clients. Donc ça, c'est une startup qui de fait ne pourra pas être profitable au jour 1. Mais donc il faut que les investisseurs soient rassurés et aussi sachent se montrer patients. Exactement, et il faut que les startups puissent montrer quel est ce chemin vers la profitabilité. Et ça, c'est un petit peu nouveau parce qu'on sort de quelques années de hypercroissance à tout prix où il fallait surtout dépenser pour croître plus vite. Et donc c'est là où en fait je pense qu'on a finalement encore plus besoin d'accompagnement. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec les startups qu'on accompagne. C'est que dans ce changement de paradigme, se crée un certain nombre de défis. Donc le défi du financement, sur lequel l'État fait toute sa part avec le plan France 2030. Mais nous, notre objectif avec le programme French Tech 2030, c'est de pouvoir aider les startups à mieux comprendre quels dispositifs sont les plus pertinents pour eux à quel moment de leur développement. Je parlais de start-up industrielle, il y a un dispositif exceptionnel qui s'appelle l'appel à projet Première Usine. Première usine, c'est quoi ? C'est je suis un entrepreneur avec un projet industriel et j'ai besoin de fonds pour financer ma première usine pour justement commencer à commercialiser. Donc ça fait partie des dispositifs qui peuvent être mobilisés. Mais je pense qu'aussi, au-delà de la question du financement, comme cette question de la profitabilité revient de plus en plus sur la table, ça a permis quelque chose qui, je trouve, est peut-être un peu, peut-être même très positif, c'est de sortir, ou en tout cas de ne plus avoir la focale uniquement sur le financement, mais de penser aux revenus. Pourquoi ? Parce que la profitabilité, c'est les revenus et les coûts. Donc, il y a certes la partie de travail sur les coûts, mais il y a avant tout comment j'ai plus de revenus. Et là, via le programme French Tech 2030 et via une initiative
qui s'appelle Je choisis la French Tech, qu'on a lancé en juin. Je pense qu'on touche du doigt un peu le pivot. On parlait de 10 ans, le pivot pour la prochaine décennie, c'est de se dire l'écosystème est arrivé à maturité, mais comment est-ce qu'on fait collectivement pour pouvoir aider les startups à vendre davantage leurs produits, notamment aux grands groupes, aux collectivités locales. C'est ça le point faible aujourd'hui ? C'en est un indéniable. C'est toujours difficile pour une entreprise, une start-up, d'aller vendre son produit à ce genre de grands décideurs. Mais pourquoi ? Parce que une start-up, on en parlait en introduction, c'est risqué. Ça a du capital risque. Donc, forcément, un acheteur doit mesurer la prise de risque dans ses décisions d'achat. Donc, il est certainement plus difficile aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand on travaille avec les startups, pour une startup de vendre à un hôpital que vendre au ministère des Armées, parce que le ministère des Armées a certainement plus l'habitude de la prise de risque et donc a déjà fait un certain travail sur comment mesurer, prendre en compte et accompagner à la prise de risque. Mais du coup, on est extrêmement mobilisé sur cette question parce que je pense que c'est une des clés pour continuer à grandir et à voir l'écosystème se développer. On a fait un très bon travail à créer un écosystème. Il a une marque, il est reconnaissable, il y a un vrai collectif, entrepreneurs, investisseurs, associations, États, on travaille tous ensemble. Maintenant, le défi, c'est peut-être un peu de casser les barrières et d'arriver à mieux rapprocher cet écosystème de l'écosystème des grands groupes, de l'écosystème des collectivités locales et des acheteurs publics. Parce que c'est seulement en ayant la confiance de ces grands clients qu'on pourra déployer des solutions à l'échelle. Et donc, il faut pouvoir accélérer là-dessus. Oui, pardon, non, allez-y. Et peut-être que finalement, c'est un peu logique. On avait, dans les premières années, besoin de très forte identification, de créer la visibilité autour de ce monde des startups, qui du coup a été peut-être un peu traité comme un monde à part. Mais au final, une startup, c'est quoi ? C'est une entreprise comme une autre qui doit gagner de l'argent, convaincre ses clients, développer ses innovations. Qui commence par en brûler en général. Et aujourd'hui, justement, c'est pour ça que là où je pense que l'accompagnement est le plus nécessaire, c'est à trouver ses clients. Il y a une étude de la Banque de France récente qui dit que les 2/3 des startups ne sont pas rentables, les startups de la French Tech. Oui, ou alors 30% le sont déjà. Oui, ça tout dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser le fait qu'une startup ne soit pas rentable. Parce qu'on est, je le disais, pour la plupart sur des innovations de rupture qui vont prendre énormément de temps à être développées. Et quand on parle de start-up industrielle, donc French Tech 2030, les 125 Laura, il y en a 70% qui vont à terme ou ont déjà ouvert une usine. Donc c'est vraiment les start-up d'innovation de demain, la plupart doivent passer par ces procédés. Donc de facto, ces business models font qu'on n'est pas rentable au début. Parce qu'il y a besoin de temps. Mais oui, mais alors comment rassurer les investisseurs et puis alors les fonds directement, ceux qui vont mettre l'argent, et puis derrière tout le monde en fait, tous les investisseurs même individuels, etc. Je pense qu'il faut ce qu'on observe, c'est que les dirigeants des startups ont très bien compris ce changement de paradigme et sont dans l'action. On n'est pas du tout dans un monde où les gens seraient un peu figés, ne pas trop savoir comment passer de ce paradigme de l'hypercroissance à la profitabilité. Donc on voit des entreprises qui se remettre en question sur leur trajectoire de profitabilité, peut-être utilisent aussi le moment actuel pour se dire il y a des opportunités qui s'ouvrent, de consolidation, de croissance externe, peut-être donc acquisition, fusion. Comment est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle et à pouvoir avoir du coup une belle croissance des revenus. Mais on sent que à vous écouter que c'est ça le message de l'État aujourd'hui finalement par rapport aux startups. Le message, c'est qu'en tout cas, on est là pour les accompagner. On est là pour les accompagner à se débloquer. La réussite, je pense, de la mission French Tech des 10 premières années, c'est d'avoir créé ce collectif. Il n'en tient qu'à nous et on est 100% mobilisés d'arriver aujourd'hui à finalement rouvrir les portes de ce collectif pour mieux le connecter aux grands groupes, aux acheteurs publics,
aux collectivités locales et faire en sorte, parce que avoir des innovations exceptionnelles mais qui restent dans le placard, ouais. ça ne sert pas à grand chose à la fin. Et donc, si on veut en plus s'assurer que ces entreprises puissent continuer à croître, à déployer leurs innovations, à créer de l'emploi. Aujourd'hui, c'est 1,1 million de personnes qui travaillent dans les startups de façon directe ou indirecte partout en France sur nos territoires. Il faut qu'on puisse ancrer l'utilisation de leurs produits et de leurs services et on est mobilisé Bien pour sûr. ça. Alors, voilà pour le volet économique, on va dire. Le volet technologique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelles sont les tendances en matière d'innovation dans la French Tech au sens très large? Vous l'avez déjà un peu évoqué, l'IA, etc. Parce que c'est aussi une bataille internationale. Donc, où est-ce que les Français vont pouvoir véritablement jouer des coudes et tirer leur épingle du jeu? On voit deux secteurs aujourd'hui qui tirent vraiment l'écosystème et sur lequel il y a beaucoup d'espoir, mais aussi de raisons d'espérer. C'est l'intelligence artificielle, vous en avez parlé, et tout le secteur au sens large, c'est très vaste, mais de la transition écologique. Sur la transition écologique, je commence là. On est face à un défi d'une taille immense, dans laquelle il va falloir changer un grand nombre de comportements, mais dans laquelle aussi il va falloir un certain nombre d'innovations. On a la conviction, et ce depuis le lancement de la mission French Tech, que les startups technologiques ont une part des solutions sur la partie innovation. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le plan France 2030, la moitié des lauréats du programme French Tech 2030, donc qu'on a créé pour accompagner ces grandes innovations, sont des lauréats qui sont directement dans la transition écologique. Par exemple? J'ai cité tout à l'heure Elicit Plante qui modifie l'ADN des plantes pour qu'elles consomment moins d'eau et donc avoir un comportement plus vertueux sur le développement agricole. J'aurais pu citer Javelot, qui est une entreprise dans l'agriculture qui utilise la data pour optimiser le stockage de grains et donc moins de pertes et donc encore une fois une agriculture plus vertueuse. J'aurais pu citer des entreprises comme Life qui travaillent sur l'hydrogène vert dans la région de Nantes. On a vraiment des innovations à la fois dans la mobilité, dans l'énergie, dans l'agriculture. Tous les secteurs doivent se réinventer. Et on a des entrepreneurs fabuleux qui font ce choix d'aller utiliser leurs innovations pour créer ces startups. French Tech 2030, c'est 125 lauréats, donc la moitié sur la transition écologique, et la moitié des entreprises ont un lien très fort avec la recherche. D'ailleurs, je crois que sur les fondateurs, 30% d'entre eux, ou 28% exactement, ont un PhD, donc sont docteurs. Donc et c'est un des grands enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut finalement accompagner le rapprochement entre cet univers de la recherche et l'univers des startups pour créer ces innovations. Et éviter que les chercheurs partent à l'étranger. L'année dernière, la Green Tech, donc ces startups de la transition écologique, est le secteur qui a levé le plus en France. C'était 15% de tous les fonds levés. Et ça nous place en tête non seulement de l'Union européenne, mais aussi de l'Europe au sens large, donc devant le Royaume-Uni pour ce secteur. Et je pense que c'est un signe extrêmement positif parce que ça concilie à la fois les talents qu'on a en France sur ces questions de recherche et développement appliquées à la transition écologique, peut-être une question de valeur. Je pense qu'on a un pays où on a des entrepreneurs très engagés qui ont envie de faire des choses qui ont du sens, qui ont de l'impact. C'est vrai qu'on le voit quand on est à l'étranger, où la France a un discours et une prise de conscience du problème environnemental que n'ont pas forcément les autres pays, les autres entrepreneurs. On le constate sur les salons comme le CES, etc. Tout à fait. C'est surtout les Français qui parlent de ça. Et avec un soutien et un cadre de l'État qui, je pense, ne peut que soutenir l'accélération. On entend en ce moment beaucoup parler de la crise des logements et des mesures DPE sur le marché du logement locatif et que sous un certain score, A, B, C, D, E, F, à partir d'une certaine année, les logements ne pourront plus être loués. Il y a énormément de startups qui travaillent sur la décarbonation du secteur de l'immobilier, que ça soit Hoffman sur le Ciban décarboné, Altaroad dont je parlais tout à l'heure, qui mesure les déchets et les émissions carbone dans le secteur de la construction, Deepkey qui est une French Tech 120 qui aide aussi sur la mesure et la compréhension de l'impact carbone du bâtiment. Ce secteur est très riche et je pense que l'effort qui est fait en France, notamment via le secrétariat pour la planification écologique, secrétariat général pour la planification écologique, permet aussi d'avoir un horizon de temps assez long
parce que c'est des innovations qui prennent du temps et donc pour lesquelles on parlait de la patience des investisseurs, il faut avoir un peu une vision long terme de où est-ce qu'on veut aller, et le fait qu'on sache de façon quand même très précise où est-ce qu'on veut aller en tant que pays sur ces questions permet ce foisonnement d'innovation. Alors ça, c'est la green tech, ce sont les green tech. Du côté de l'intelligence artificielle maintenant, on a vu des choses comme Mistral.ai qui vient un petit peu de sortir du bois, on sait pas trop encore, mais ils viennent d'annoncer leur premier produit. Exactement. Une start-up dont on parle beaucoup, qui a déjà fait beaucoup de buzz alors qu'on sait pas trop ce qu'elle va nous sortir, mais il y a d'autres choses. Alors l'intelligence artificielle, je pense que c'est le deuxième secteur sur lequel on a une très grande France en France. D'abord grâce au talent, hein, encore une fois, on a certaines des meilleures universités, labos de recherche sur la question. On a des dispositifs qui permettent à ces chercheurs de pouvoir vraiment être aux pointes de leur recherche. Je pense notamment à la thèse CIFRE qui finance ce type de recherche. Et on a un écosystème qui aujourd'hui bénéficie du fait que ces talents ont été reconnus à l'étranger. Il y a un certain nombre de grandes entreprises étrangères qui ont fait le choix technologique, qui ont fait le choix de s'implanter en France pour leur labo de recherche d'intelligence artificielle. Ouais. Je pense au Meta, je pense, mais aussi des banques. JP Morgan cet été a relocalisé son équipe de recherche d'intelligence artificielle à Paris. D'accord. Et on commence à voir un petit phénomène qui est très intéressant, je trouve, c'est des Français qui sont les meilleurs de leur domaine, comme Arthur Mensch, le CEO de Mistral dont vous parliez, ou encore le fondateur de Dust, qui est une autre start-up de l'intelligence artificielle, qui sont passés par ces grands groupes, mais qui reviennent. Et qui reviennent avec l'ambition de créer une entreprise dans l'intelligence artificielle en France. Et justement, de pouvoir avoir accès à ce vivier de talent en France. Avec une ambition de se dire... L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle frontière. Tout s'ouvre, tout est à construire. C'est un vivier d'opportunités. On a les moyens de créer l'architecture ici en Europe grâce à ce genre d'acteurs qui sont très soutenus par les fonds d'investissement. Mistral AI a levé 105 millions en seed. Je pense que c'est la plus belle levée de seed qu'on a jamais eue en France. Et qui sont très soutenus par l'écosystème au sens large. Xavier Niel a annoncé la semaine dernière dédier 200 millions d'euros à l'intelligence artificielle. Via Scaleway, etc. Via l'achat d'un supercalculateur. Voilà, on en a longuement parlé dans ce podcast. L'État aussi est au rendez-vous. Le plan sur l'intelligence artificielle qui a été annoncé en novembre 2022, il dédie 2,2 milliards, notamment sur la recherche et notamment sur la capacité de calcul. Donc tous les ingrédients sont là. Et alors, petit fait dont on peut, je crois, être fier aussi, on commence même à avoir des acteurs étrangers décider d'implanter leur start-up d'intelligence artificielle en France. Je pense par exemple à Poolside. C'est deux anciens fondateurs à grand succès d'une plateforme qui s'appelle GitHub, qui aide les développeurs informatiques, qui ont choisi Paris pour s'implanter pour leur nouveau projet centré sur l'intelligence artificielle. Donc toutes les briques de l'écosystème sont là. Maintenant, on est au tout début, hein, vous l'avez dit, Mistral a levé en juin. On est au tout début de la deuxième décennie, en fait. Mais il y a de très belles opportunités devant nous, et je pense que, contrairement à 2013, on a l'expérience d'une première décennie, et ça nous sera, je l'espère, très utile pour gagner certaines de ces batailles. Toute dernière, ça pourrait être le mot de la fin, mais une dernière petite question, Clara Chapaz. L'une des missions de la French Tech, c'était aussi de réconcilier les Français avec l'innovation et l'entrepreneuriat. Et puis, ça a été pas mal moqué, même la Startup Nation, etc. Donc, est-ce que cette mission a été remplie, selon vous ? Alors, rempli, oui. Aujourd'hui, quand la mission French Tech s'est lancée a été lancée en 2013, il y avait, j'ai pas le chiffre exact, mais on dit à peu près moins de 5% des jeunes qui disaient vouloir être entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est 53%. Donc, on voit, une véritable progression. Le mot French Tech, on le disait, est tombé dans le langage courant. Quand on demande aux acteurs économiques s'ils connaissent le mot French Tech, 78% répondent oui. Donc, on a rendu visible, on a donné envie. Il y a une vraie dimension d'attractivité. On voit que les gens ont envie de se lancer. Par contre, je pense que là où il reste énormément à faire, et je finirai peut-être sur ce défi pour la prochaine décennie, c'est que on a un écosystème mature, un écosystème qui a réussi, en tout cas cette première partie. On a des très beaux succès dont on parlait, mais qui est peut-être encore peu ouvert. Souvent, le profil type, et je vais tomber dans le cliché, mais malheureusement, le cliché n'est pas si loin de la réalité. C'est un homme. Moins de 9% des startups sont cofondées par des équipes 100% féminines.
C'est souvent un diplômé de grande école, probablement HEC ou Polytechnique. 80% des fondateurs ont fait des grandes études, Bac+5. Il vient souvent de la région parisienne. Ou en tout cas, s'il est financé, il est certainement en région parisienne. 80% des fonds levés vont vers les startups de la région parisienne. Alors qu'une start-up sur 2 est créée en dehors de Paris. Donc, on a un vrai décalage. D'accord, il y a un différentiel. Nous, on a lancé un certain nombre d'initiatives, dont le programme Tremplin, qui vise à ouvrir les portes de cet écosystème tech, d'accompagner des publics qui sont éloignés de ce monde de la tech à la base, qui peut-être vivent dans des quartiers priorités de la ville, dans des zones rurales à revitaliser, qui sont réfugiés, boursiers, à pouvoir se lancer, à obtenir une bourse, à obtenir un accompagnement dans un incubateur. Mais est-ce qu'on est arrivé à 100%? Certainement pas. Et je pense que c'est non seulement une question de vision de la société qu'on veut construire, parce que le secteur de la tech étant très dynamique, il crée un très grand nombre d'opportunités économiques pour toutes et tous, mais c'est aussi une question de performance. Il n'est plus à prouver, en tout cas je l'espère, qu'on crée les meilleurs produits et les meilleurs services quand on a des perspectives différentes. Et aujourd'hui, on en pâtit de ce manque de diversité et on est mobilisé pour que ça change. Merci Clara Chapaz, directrice générale de la mission French Tech. Merci.